Je voudrais saluer cet après-midi tous les journalistes qui ont fait le déplacement pour assister à cette conférence de presse, la toute première que nous donnons en terre ivoirienne. Je voudrais aussi saluer les invités qui ont fait le déplacement pour nous écouter. À un moment donné de la lutte que nous avons menée en France, parce que le 11 avril survenant et que en Côte d'Ivoire, il n'y avait plus d'opposition, il n'y avait plus de rassemblement, il n'y avait plus de rencontres, on ne pouvait plus s'exprimer, nous avons décidé en Europe de mener cette lutte pour que la voix des sans-voix puisse être entendue. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait, nous l'avons réussi pendant 3 années consécutives. Et au moment où je vous parle, les manifestations continuent encore dans la diaspora. Quand nous faisons cela, parce que dans notre objectif, c'était que pendant la phase préliminaire de l'accusation du président Laurent Gbagbo à la CPI, il était important pour nous de montrer à l'opinion publique internationale que le président Laurent Gbagbo est innocent. Il était important de faire connaître la crise post-électorale à toute la classe politique internationale. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que la communauté internationale et l'opinion internationale sait que le président Laurent Gbagbo est innocent de tout ce qu'on lui reproche. Quand nous faisons cela et que nous menons des actions concrètes sur le terrain, et malgré toutes ces actions, malgré tous les acquis que nous avons eus, parce que la CPI qui était partie pour condamner le président Laurent Gbagbo dès son arrivée à La Haye, a pris 3 années avant de confirmer les charges. Ça, c'est le résultat de l'action de la diaspora, la mobilisation que nous avons faite en Europe. Quand nous faisons cela, et qu'après nous nous rendons compte que la communauté internationale s'entête à confirmer les charges contre le président Laurent Gbagbo, et que nous sommes convaincus maintenant que nous irons à un procès, pour nous, il est important de venir sur le terrain. Parce que un procès demande des avocats. Le président Laurent Gbagbo les a déjà. Ils sont compétents. Un procès demande aussi des témoins. Le président Laurent Gbagbo, pour l'instant, n'a pas de témoins. Les témoins ne sont pas en France. Les témoins ne sont pas aux États-Unis. Les témoins ne sont ni en Italie, ni dans la diaspora. Les vrais témoins sont à Odiéné, ils sont à Boaké, ils sont à Naébli, à Diokoué, ils sont à l'est, à Lépé, à Zopé, et ils sont à Abidjan, ici dans le sud. C'est sur le terrain qu'il faut venir pour qu'une brèche soit ouverte, pour que l'opposition, je ne dirais pas l'opposition parce que l'opposition englobe beaucoup plus de personnes, mais je dirais la gauche ivoirienne qui s'est sentie frustrée par cette crise post-électorale puisse s'organiser afin de trouver de véritables témoins. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la peur, il est difficile de trouver des témoins. Mais si nous nous organisons à mettre en place un processus ou un système qui nous permettra de trouver de vrais témoins qui vont se présenter à la barre pour aider et témoigner pour le président Laurent Gbagbo, je pense que nous aurons fait du bien à notre président et à notre leader. C'est pour cela que nous avons décidé de venir en Côte d'Ivoire, sur le terrain. Effectivement, chers amis, le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, a cité mon nom. Nous étions en août 2012, lorsque mon nom fut cité par le ministre, par le gouvernement ivoirien, comme étant l'un des instigateurs des attaques qui ont eu lieu à ce moment-là. Nous avons fait un droit de réponse, que d'ailleurs nous avons publié dans notre livre, droit de réponse au ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons aussi démenti les accusations et nous avons prouvé que
nous n'étions pas concernés ni de près ni de loin. Lorsque les camarades d'Abidjan décident que nous venions sur le terrain pour mener le combat, pour remobiliser les troupes, pour organiser des manifestations, nous rentrons en contact avec le ministère de l'Intérieur pour les informer de notre retour en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous avons fait. Des réponses ne nous ont pas été données de façon ferme. Mais nous avons pris notre courage à deux mains. Parce que chez nous, les BT, on dit un garçon, on ne l'accouche pas deux fois. Moi, on ne m'accouche pas deux fois. J'ai dit, si le ministre Ahmed Bakayoko me reproche quelque chose, alors on se donne rendez-vous à l'aéroport. J'ai demandé aux camarades du CRI panafricain d'organiser une mobilisation à l'aéroport. Si vous avez vu les vidéos, il y avait effectivement une mobilisation à l'aéroport pour m'accueillir. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui m'accueille à l'aéroport. Ce sont les Ivoiriens qui m'accueillent à l'aéroport. Donc j'étais à l'aéroport et je suis sorti de l'aéroport. Est-ce à dire que j'ai fait un deal avec Ahmed Bakayoko? C'est à vous d'apprécier. L'essentiel pour moi, je suis en Côte d'Ivoire, je tiens une conférence de presse, je m'exprime devant les Ivoiriens, je ferai des meetings, je ferai aussi des manifestations. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous arrivez dans un village, même si c'est votre village et qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas arrivé dans ce village, vous allez d'abord voir le chef du village. Jusqu'à preuve du contraire, pour nous, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État Ahmed Bakayoko est le chef de la sécurité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ma sécurité dépend du ministère de l'Intérieur. C'est pour cela que je suis allé me présenter au ministère de l'Intérieur pour les informer de ma présence sur la terre ivoirienne pour que si quelque chose m'arrive, ils puissent prendre ma défense. Donc, je suis sous la coupole sécuritaire du ministère de l'Intérieur. Il était important que je fasse ce pas. Quand je finis ce pas, quand les civilités sont faites, parce que il fallait qu'on s'explique, lui et moi, nous nous sommes expliqués. Je lui ai demandé pourquoi, en son temps, on m'avait accusé. Il a répondu. Moi également, je lui ai expliqué que je n'étais pas concerné par cela et de façon sincère, nous avons enterré la hache de guerre. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, je me promène, je peux voir ma famille, je peux contacter des amis, je peux travailler avec l'organisation qui est implantée en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai deux questions à poser. D'abord, la première, vous avez cité tout à l'heure dans vos démarches que vous allez intercéder auprès du gouvernement pour faire libérer les prisonniers politiques et dégeler les avoirs. On a remarqué que bien avant vous, il y a eu des personnes qui ont fait cette même démarche. Alors dites-nous de quelle manière particulière vous allez procéder pour arriver à vos fins. Et la deuxième question est, que dites-vous de la déclaration des ADJJ qui vous taxent partout de tout? Effectivement, depuis que, bien avant la libération du président du Front populaire ivoirien, le président Afil Guessan, il y avait le président Miaka Oreto, encore des prisonniers politiques, il y a encore des exilés. Nous venons pour apporter un grain de sel dans ce qui est déjà fait. On dit quelque part que c'est à force de tomber régulièrement sur le roche que la goutte d'eau parvient à fendre le rocher. Donc, s'il y a plusieurs gouttes d'eau, je pense que le rocher va vite se fendre. Parce que pour l'instant, il y a une seule goutte d'eau. Mais s'il y a 2 gouttes d'eau, 3 gouttes d'eau, 4 gouttes d'eau, le rocher finira par se fendre. C'est pour cela que on ne peut pas se résigner à dire que oui, il y a des personnes qui ont déjà négocié, pourquoi nous aussi on vient négocier? Chacun a sa façon de séduire une femme. On ne peut pas séduire une femme de la même façon. Donc nous venons avec notre stratégie de communication, notre stratégie, notre façon de travailler, mais que nous allons soumettre à toutes les organisations qui luttent
effectivement pour ces différents points que vous venez d'énumérer. Et ensemble, nous allons renforcer la lutte pour la libération des prisonniers, la lutte pour le retour des exilés. Par exemple, pour le retour des exilés, nous proposons au gouvernement, en tout cas au CRI panafricain, nous proposons au gouvernement la création d'un haut commissariat pour le retour des exilés, lequel haut commissariat sera confié à l'opposition, quelqu'un de l'opposition par exemple, pour faciliter le retour de nos camarades qui sont en exil. Ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas, bientôt 4 ans. Il y a des enfants qui sont partis là-bas à 5 ans ou à 6 ans. Ces enfants-là aujourd'hui ont 8 ans ou ont 9 ans. Ils ont perdu 4 années de leur vie scolaire et de leur vie éducative. Est-ce qu'on pense un peu à cette génération qui est en train de mourir, qui est en train de se dépayser, qui est en train de perdre la notion de la Côte d'Ivoire, qui est en train de perdre la notion de vivre ensemble en Côte d'Ivoire? Donc ça, on peut créer ce haut commissariat qui pourra aider au retour des exilés, les prendre en charge et leur octroyer une aide qui peut durer dans le temps, 6 mois, 7 mois, le temps que nos camarades, nos frères puissent s'insérer dans la vie active. Ça, ce sont les propositions que nous pouvons faire au gouvernement. Nous disons qu'il faut que nous soyons une opposition civilisée qui critique, mais qui fait des propositions. Nous, au CRI panafricain, nous critiquons. Et nous sommes les plus grands critiqueurs, je ne sais pas si ça se dit, les plus grands critiqueurs du régime du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, mais en même temps, nous faisons des propositions. C'est pour cela que nous avons parlé tout à l'heure de l'organisation d'une conférence nationale souveraine du pardon. Parce que c'est par le pardon que nous pouvons arriver à nous asseoir côte à côte et parler. Si on n'a pas encore pardonné, on ne peut pas s'asseoir pour parler. On ne peut pas. Donc nous devons pardonner. C'est vrai, ça va faire mal à beaucoup de personnes, mais nous devons pardonner. Donc au-dessus de tous les clivages, pardonner, qui nous amènera à nous asseoir pour parler de la réconciliation et qui nous amènera dans un développement. Mais quand on a pardonné, qu'on s'assoit, c'est là où on s'assoit, on dit à l'autre, oui c'est vrai, moi j'ai des prisonniers, j'ai des exilés, j'ai les avoirs qui sont gelés, et comment faire pour que ces personnes-là puissent retrouver la liberté. Donc, chère mademoiselle Tapé, voilà ce que je pouvais répondre par rapport à cette question. Nous venons pour apporter notre pierre. Nous ne venons pas prendre la place de qui que ce soit. Nous sommes de la même famille. Après notre présentation au ministère de l'Intérieur, nous sommes directement allés dans notre famille politique qui est le FPI et nous avons été reçus par le FPI. Donc aujourd'hui, comme on dit en Djoula, Koumambana. La deuxième question, vous avez parlé de quelqu'un, j'ai oublié son nom. J'ai entendu un Zadi Djedje. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Je ne suis pas au courant de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Pour moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel. Je suis venu travailler pour les Ivoiriens. Je suis venu apporter un réconfort. Je suis venu leur dire que en France, quand j'ai commencé à appeler les Ivoiriens dans la rue, il y avait Nicolas Sarkozy qui était encore au pouvoir, qui crachait le feu, qui donnait des ultimatums. J'ai défié ce monsieur et je lui ai dit qu'en 2012, tu partiras du pouvoir lamentablement. Et il est parti du pouvoir. Vous savez comment nous avons fait? Nous avons réuni tous les Français qui avaient la nationalité, tous les Africains qui avaient la nationalité française. Ils ont oublié quand ils se moquaient de nous, qui parlaient des tirailleurs sénégalais. Mais les tirailleurs sénégalais se sont mariés en France. Les tirailleurs sénégalais ont eu des enfants. Les tirailleurs sénégalais, leurs enfants ont eu des petits-enfants qui sont aujourd'hui français. Nous pesons 10 millions, plus de 10 millions d'Africains, mais citoyens français. Ils ont oublié ça. Nous les avons rappelés. Pendant les élections, Hollande avait 50%. Sarkozy avait 50%. Il a fallu l'action du CRI panafricain, l'action du MAF, l'action du mouvement ivoirien, mais citoyen français, pour que la balance soit égale à 1,6% pour donner Hollande gagnant. Nous l'avons fait, pas pour que Hollande gagne les élections, nous l'avons fait
pour que Nicolas Sarkozy, le seigneur des guerres, puisse tomber. Et il est tombé. Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, pour donner du réconfort à mes frères. Je ne suis pas venu pour quelqu'un... Non, non. Il paraît qu'il est... Non. Merci. Très franchement, vraiment, je ne connais pas Zadi Djidji. Je suis arrivé le lundi. On ne s'est pas encore vu. On ne s'est pas encore vu. Donc, je ne connais pas. C'est deux choses différentes, président. Comment? De connaître ou bien parce que vous êtes venu, vous ne l'avez pas encore vu. Vous avant de venir, nous ne sommes pas connectés ici. Sinon, j'allais vous montrer la réponse de ma demande de rencontrer Charles Blé Goudé à la CPI avant de venir. Et la CPI m'a répondu pour que je leur fasse parvenir le formulaire. Parce qu'ils vous font venir un formulaire, vous remplissez et vous le renvoyez à la CPI. J'ai rempli mon formulaire, j'ai envoyé à la CPI. Ce n'est pas encore revenu. Quand ça va revenir, je vais aller voir mon frère. Souvenez-vous, sinon je vous apprends que Charles Blé Goudé est mon frère. Quand je dis mon frère, je ne dis pas un frère ivoirien. Charles Blé Goudé est de Pogrobré. Je suis de Pogrobré. Quand il y a eu le déplacement massif des Ivoiriens, parce qu'ils fuyaient les bombes atroces de la communauté internationale, parce qu'ils ne savaient plus où aller, quand ils sont allés au Ghana, au Togo et au Bénin, le CRI panafricain a été le premier mouvement à organiser une levée de fonds pour aller voir nos frères au Ghana. J'ai risqué ma vie. C'est là où le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakaïko, était puissant et virulent. Nous sommes allés au Ghana pour apporter du réconfort à nos frères, pour leur apporter de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi à vivre. Quand je suis arrivé là-bas, c'était en 2011, j'ai rencontré Charles Blé Goudé. Nous nous sommes vus au bord d'une plage. Nous avons parlé pendant au moins 3 heures de temps. C'est mon frère. Quand on était petit et qu'on allait en vacances au village, j'ai un de mes cousins qui est dans la salle. On a un autre cousin qui jouait au ballon, qu'on appelait Diego, Mathieu Wahi. Charles Blé Goudé et moi, nous nous battions pour attraper les comment on appelle ça, les magres, c'est ce qu'on appelle ça, hein, les chaussures pour jouer au ballon. Pour attraper, parce que le simple fait que tu attrapes les chaussures d'un footballeur, tu pouvais avoir une petite go. Donc on se battait pour attraper. C'est pour vous dire que c'est mon frère. On est du même village. Donc je ne peux pas avoir un calendrier pour nuire à mon frère. La lutte que je mène, c'est pour sa libération. Le jour où il a été transféré à La Haye, j'étais moi-même à La Haye pour voir l'avion atterrir. Et ce jour-là, il y a eu un grand tonnerre de pluie qui s'est abattu sur la ville. Je l'ai même mis sur ma page Facebook. Je sais ce que je fais. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je suis dans les rues. Donc, cher ami, si Zadi Djidji veut me rencontrer, je suis en Côte d'Ivoire. On peut arranger un rendez-vous. Nous pouvons parler entre frères. Ce n'est pas la peine d'écrire des choses dans les journaux et se faire remarquer pour rien. Ne voyons pas les traites partout. Ça nous déstabilise aussi. Ah, on a pris photo avec quelqu'un qui est un traite. Mais pourquoi? J'étais traité. Toi et moi, on a signé un contrat et puis je te traite. Je n'ai pas signé de contrat avec quelqu'un dans la lutte que je mène. Chacun est venu de lui-même. Donc, c'est quand tu fais un contrat, tu signes, et puis tu ne respectes pas les clauses du contrat, alors tu as trahi. C'est pour cela que quelqu'un qui a fait un mariage avec une femme, ils ont signé leur livret de famille, et qu'il va quelque part d'autre, eh bien on dit qu'il a trompé sa femme. Il a trahi sa femme. Parce qu'il y a un contrat. On n'a pas signé de contrat. On est tous venus dans une lutte idéologique de libération. Et nous sommes dans cette lutte-là. Mais la lutte que nous menons, elle est multiforme. Elle est multiforme. D'autres, s'il y a un mur en face, il y en a qui vont contourner le mur pour pouvoir passer. Il y en a qui vont grimper pour pouvoir passer.
Il y en a même qui vont creuser pour pouvoir passer. Mais très souvent, ceux qui voient les traites partout, c'est ceux qui sont derrière. Derrière, parce qu'on marche, on est en train de partir, et il y en a qui sont derrière. Et eux, ils sont derrière, ils ne voient rien devant, ils ne savent pas ce qui se passe devant. On dit il y a de l'eau devant. Donc on cherche les voies et moyens, il y en a qui sont en train de fabriquer les pirogues pour qu'on puisse traverser. Mais lui, il est derrière là. Mais vous, avancez, mec, avancez, les traites là, avancez. C'est ceux-là qui crient beaucoup. C'est ceux-là qui voient les traites partout. Parce qu'ils sont loin, ils ne voient pas dans le combat, ils ne voient rien. Soyons proches du combat pour que nous puissions voir les enjeux et ensemble construire cette pirogue-là dans laquelle nous allons monter pour traverser le fleuve qui nous sépare de notre souveraineté, qui nous sépare de notre liberté, qui nous sépare de notre démocratie, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays fort et représentatif dans le concert des nations. Il y a une partie des Ivoiriens qui disent que tant que Gbagbo n'est pas là, on ne peut pas se réconcilier. Alors, est-ce qu'on est sourd à ces dires d'une partie de la population qui n'est pas une petite partie de cette population? Nous sommes allés aux élections à 5 millions. Et on nous a dit, selon les chiffres de M. Bakayoko, qui a plongé la Côte d'Ivoire dans un sommeil et dans un coma, parce qu'il n'est pas encore minuit en Côte d'Ivoire, et il ne sera jamais minuit parce qu'il a encore été réélu en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il disait que le président Laurent Gbagbo avait 46% sur 5 millions, mais c'est une masse. Ça, c'est seulement ceux qui se sont fait inscrire. Mais ceux qui ne se sont pas fait inscrire, qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire, qui se reconnaissent au président Laurent Gbagbo, sont encore plus nombreux. Toute cette population-là, enfin, je ne sais pas s'il y a un mur entre le peuple ivoirien et le gouvernement ivoirien. De telle sorte que lorsque le peuple crie, le gouvernement n'entend pas. On dit qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré parce qu'il est le centre de cette réconciliation. C'est avec lui que nous faisons la réconciliation. C'est Laurent Gbagbo libre que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Parce que la Côte d'Ivoire a soif de réconciliation. Et la seule personne qui peut étayer cette soif de réconciliation s'appelle Koudou Laurent Gbagbo.